prend conscience de sa faiblesse, hein, de ce qu'on a, ce qu'on n'est plus capable de faire. Et il faut accepter ça pendant plusieurs mois. Puis on sent que petit à petit, en fait, les choses reviennent. Je veux pas que ce soit la maladie qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a des fois, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, quand j'étais hospitalisé, pas trop le choix. Je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital, je veux dire. Mais l'idée, c'est on peut perdre des batailles, mais le but, c'est de pas perdre la guerre. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Ayant moi-même été touchée par le cancer, je suis aujourd'hui en charge de faire entendre la voix des patients chez Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui un jour ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Dans ce podcast, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Bruno. Nous sommes allés à sa rencontre à Saint-Lô dans la Manche. Lui qui revenait d'un mois de vacances en famille à l'étranger, il nous a reçus chez lui pour témoigner de son histoire. Diagnostiqué à 18 ans d'une maladie auto-immune, il a de fait toujours dû composer avec la maladie. Des années plus tard, cette même maladie va en entraîner une autre, un cancer de la peau. Dans cet épisode, Bruno nous confie comment il a réussi à maintenir la maladie à l'écart, résolu à vivre chaque instant avec intensité, comme pour prendre une revanche sur la maladie. Bonne écoute. Je m'appelle Bruno Louis D, j'ai 58 ans depuis le mois de juin et je suis fonctionnaire dans la vie, directeur général des services depuis 23 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite dans la Manche. Mon parcours santé, c'est une très longue histoire puisque moi j'ai été diagnostiqué, je sais même plus très bien, je me vois encore aller en mobilette chez mon médecin traitant à l'époque. Alors je vous dis, donc je devais avoir 17-18 ans, un truc comme ça. Et donc j'ai été diagnostiqué de maladie de Berger ou néphropathie EGA, donc très jeune. Donc cette maladie, moi, elle m'a laissé tranquille encore quelques années. Et ça s'est vraiment gâté à partir de 25-26 ans. Ça s'est vraiment traduit par une transplantation, donc le 23 octobre 95, transplantation rénale, puisque là, la maladie avait évolué, donc le traitement médicamenteux ne suffisait plus, etc. Donc j'ai eu cette chance de bénéficier d'un greffon, assez rapidement d'ailleurs, parce que j'ai été dialysé que 6 mois. Greffon a tenu à peu près pendant 27 ans, avec des bilans réguliers, tous les 3 mois à peu près. Et donc, la phase la plus compliquée, ça a été à partir de 2020, puisque j'ai commencé à avoir quelques petits soucis. On m'a enlevé un carcinome sur le bras, un autre sur la jambe, et puis donc sans conséquence. Par contre, du coup, on a renforcé le contrôle. Et c'est à l'occasion d'un de ces contrôles qu'on s'est rendu compte que j'avais sur le crâne un autre carcinome, pas forcément très important, mais qui avait déjà causé pas mal de dégâts, un carcinome. Donc c'est juste un petit truc qui est gros comme un demi-ongle au départ, hein, et puis en fait qui s'infiltre. En fait, ça s'attaque aux terminaisons nerveuses. J'avais 25-26 ans. Quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai ressenti des maux de tête assez violents, avec des vomissements, des choses comme ça. Donc on cherchait quand même quelles étaient les raisons. Donc, en prenant une tension, on s'est rendu compte que j'avais presque 20 de tension, quoi. Donc à 26 ans, c'est quand même pas tout à fait normal. Et donc c'est là où on a refait une recherche historique. Moi, je me suis souvenu à l'époque, parce que j'avais oublié, que j'avais fait une biopsie rénale, et puis on est remonté au niveau du CHR, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc après, j'ai été suivi à Évreux, puisque je travaillais à Évreux à l'époque, en néphrologie.
On a commencé par un traitement médicamenteux et puis ça s'est fini par une transplantation 2 ans plus tard, quoi. Après la transplantation, à compter du moment où j'ai donné mon accord et bon là oui, effectivement, on vous explique un peu mieux, ce qui va se passer, enfin, mais on vous dit que ça va durer 2 ans parce que le protocole, c'est 2 ans. Moi, j'ai vraiment pris les choses étape par étape. Je pense pas que ça m'aurait aidé d'ailleurs plus que ça, que de m'expliquer, les tenants, les aboutissants dès le départ. Enfin, moi, j'étais pas plus inquiet. Moi, j'ai toujours fait confiance, en fait, aux médecins qui me suivaient et cetera. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Et je me souviens très bien, je suis arrivé le lundi matin, j'ai été appelé une première fois à 10 heures en me disant: «On a peut-être un greffon pour vous, on fait encore quelques analyses et on vous rappelle, soyez prêts». Puisqu'en fait, une fois que vous avez donné votre accord, enfin, le protocole est en route, on vous dit, préparez un sac en permanence chez vous avec quelques affaires, voilà. Donc je savais que j'étais prêt à partir et le médecin m'a rappelé, ouais, 1 heure après. Donc je suis allé voir mon chef de service à l'époque, j'ai dit: «Je m'en vais, je suis appelé, je pars». Je suis parti en courant et moi j'en garde un excellent souvenir, enfin, de ma transplantation. Je me souviens pas, comment dire? De m'être inquiété de quoi que ce soit. Enfin, non, 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 et je me suis réveillé en salle de réveil et donc je vois 2 infirmières se pencher sur moi, un côté des yeux verts, de l'autre des yeux bleus et je leur ai dit encore: «Bah, ça y est, je suis au paradis». Ils m'ont dit: «Non, vous êtes, en salle de réveil». Ah bon, voilà. Donc je ne conserve que ça comme souvenir de ma transplantation. Après, effectivement, on est à l'isolement, donc ça, c'est long. Et en fait, au bout du 11e jour, on vous sort de la chambre et on vous met les valises dans la main, on vous dit: «Rentrez chez vous». Et c'est là où la seule chose, où là, on prend conscience de la réalité, on est chez soi, on est tout seul. Et puis, en fait, on s'adapte et puis ça passe tout seul et moi, je vous dis, au bout d'1 mois et demi, j'en pouvais plus. J'ai demandé, au néphrologue si je pouvais retourner au boulot, et elle m'a autorisé à retourner au travail alors que normalement, on est arrêté minimum 2 mois, quoi. Mais moi, je me sentais très, très bien, quoi. J'ai vraiment très bien et je le dis toujours, c'est ma transplantation, c'est une deuxième naissance. Quand j'ai appris, en fait, que c'était donc un cancer, hein, un carcinome épidermoïde cutané infiltrant, sur le moment, j'ai réagi à peu près comme je réagis tout le temps, c'est-à-dire que, bah, oui, c'est un fait, c'est comme ça et on va gérer. Heu, j'ai pas d'émotion particulière, pas de les conséquences, enfin, je le savais puisque ça faisait partie des risques et donc j'ai dit au dermatologue: «Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?» Il m'a dit: «Il faut absolument l'enlever, donc prends rendez-vous en urgence, pour l'enlever». Donc ça s'est fait, à Saint-Lô, ici. J'étais au boulot le matin, donc j'avais rendez-vous à 14 heures. Je suis arrivé à 14 heures à l'hôpital, on est sorti à 16 heures et je suis retourné directement au travail. Sauf que j'avais un machin qui faisait 20 centimètres sur la tête, quoi, puisque un pansement, qu'il fallait garder 72 heures. Et là, quand tout le monde m'a vu arriver au boulot comme ça, il me dit: «C'est pas possible, qu'est-ce que vous foutez là, quoi?» Bah, voilà, enfin, et je suis rentré, ensuite chez moi, donc j'ai fini ma journée. Je suis rentré chez moi et au départ, j'ai pas vu tout de suite, ce que c'était puisque le pansement, mais c'est la première fois quand on enlève le pansement, puisque l'infirmière est venue ensuite, hein, donc elle venait tous les jours refaire le pansement par la suite. C'est quand j'ai vu, elle a pris une photo en fait, quand j'ai vu le truc, c'est là où je me suis dit: «Bon, peut-être quand même, prendre les choses un peu sérieusement», même si c'était sérieux. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais pour moi, encore une fois, la vie continue, quoi. C'est pas contraignant, c'est pas ça m'empêche pas de marcher, ça m'empêche pas de manger, ça m'empêche pas de continuer à vivre. Donc, ben, on continue, on gère, au fur et à mesure. C'est ma façon d'être, je suis comme ça. En mars 2022, je suis un peu au bout du rouleau. C'est-à-dire que pendant des mois, enfin des semaines, j'ai voulu tenir parce que quelque part, j'avais un peu conscience que si,
de ce qui allait m'arriver, quoi. À l'époque, j'avais encore une injection d'immunosuppresseurs et donc j'ai pas eu trop le choix. Donc, quand je suis arrivé au service néphrologie, donc au CHU, et quand ils ont vu l'état dans lequel j'étais, ils ont dit: «Là, il y a un petit problème», et j'avais une créate à 1000, alors que normalement, c'est autour de 100-110, quoi, hein. Et là, ils ont dit: «C'est pas possible, on vous laisse pas repartir». Donc je suis resté 6 semaines à l'hôpital à ce moment-là. Je suis donc là complètement affaibli, c'est-à-dire que là, je perds 1 kilo par jour. Mon greffon ne fonctionnait plus, en fait, j'avais beaucoup d'eau. Il a fallu tranquillement réapprendre à marcher. Et une fois qu'on a réglé le problème de fabrication de plaquettes, donc j'avais plus d'hémorragie, et là, ça commençait à aller un peu mieux. Donc je reprenais un peu de force, etc., etc. Avant de rentrer à la maison, on a eu donc un entretien assez long avec toute l'équipe médicale au CHU à l'époque, donc l'oncologue, les infirmiers, les aides-soignants, enfin le total, hein, une diététicienne, psy, etc. Ma mère était là, mon épouse était là, mes enfants étaient là. Et je leur ai dit: «Le jour où je rentre à la maison, je ne veux pas qu'on soit derrière moi tout le temps à me demander si ça va. Quand je rentre, je considère que je rentre parce que ça va mieux, parce que j'ai envie de rentrer et je vais reprendre mes habitudes comme avant». On peut me poser la question, mais je veux pas qu'on me renvoie ma maladie tout le temps, ou que ce soit un prétexte pour qu'on se substitue à moi pour faire des choses, et cetera. J'ai conscience que ce sera pas facile parce qu'évidemment, j'avais du mal à rester debout plus de 3-4 minutes, et je sentais en fait que je perdais connaissance, quoi. Donc j'anticipais tout ça. On réapprend à marcher, mais on réapprend à vivre. C'est-à-dire qu'on prend conscience de sa faiblesse, hein, de ce qu'on a, ce qu'on n'est plus capable de faire. Et il faut accepter ça pendant plusieurs mois. Et puis on sent que petit à petit, en fait, les choses reviennent. Alors aujourd'hui, en termes de suivi médical, je fais un bilan tous les 6 mois maintenant. J'ai 2 IRM plus un TEP scan à passer. Donc là, et après, donc, ça c'est pour l'aspect cancer. Et après, donc, une séance d'immunothérapie toutes les 6 semaines, une consultation donc en même temps, puisque ça se fait en hospitalisation de jour. Et ensuite, pour la partie néphrologie, donc moi j'ai dialyse tous les 2 jours, hein, donc 6 heures la nuit. Donc ça représente 18 heures de dialyse par semaine, hein, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis une consultation toutes les 6 semaines en service de néphrologie. On m'a proposé dans un premier temps, au départ, j'étais pas très chaud pour le faire parce que d'abord, j'étais pas du tout physiquement rétabli comme je le suis aujourd'hui. Et donc, en fait, les dialyses se faisaient à l'hôpital les après-midi. L'inconvénient, il y avait une séance le samedi. Donc ça, c'est moins drôle par rapport au travail, puisque moi, j'avais repris le travail dès septembre 2022. C'est une contrainte aussi, puisqu'il faut s'absenter 2 après-midi, donc c'est pas toujours évident. Et puis, je me souviens, c'est le néphrologue à l'époque qui m'avait proposé ça. Dans un premier temps, de faire les dialyses à domicile, mais avec un système de poche. Et depuis maintenant le 8 février 2024, je fais mes dialyses la nuit avec ce qu'on appelle un pure flow. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique le dialysa à la maison. Voilà. Et ensuite, on utilise ce dialysa pendant à peu près 5 jours. Voilà. Parler de la maladie, oui, avec mon épouse, mes enfants. Mais c'est vrai que globalement, ils ont respecté ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que, en fait, je vois mon fils de temps en temps. On est rentré là, par exemple, donc moi j'ai attaqué, on est rentré vendredi matin. Donc samedi, il faisait beau, je vais faire tout l'entretien, parce que pendant 1 mois, ça avait poussé. Et donc mon fils, de temps en temps, il vient me voir en me disant: «Ça va papa, tu veux que je t'aide, etc., quoi». Ma fille, le plus réservée, on en parle moins.
On en a parlé vraiment qu'une fois, mais c'est moi qui prends les devants. C'est-à-dire que si vraiment il y a des jours où je me sens pas bien, où je suis plus fatigué, où c'est compliqué, j'ai mal dormi la nuit parce que la dialyse s'est mal passée, et cetera, mais je leur dis. Plutôt que d'attendre, qu'ils me posent la question parce qu'ils voient que ça va pas ou que je suis ronchon et que en fait, ils peuvent pas me poser de questions. Moi, j'anticipe, en fait. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, on veut dire, on n'en parle plus vraiment, quoi. Sauf, quand j'ai des examens, évidemment, je leur dis et cetera. Mais parce qu'en fait, au quotidien, je pense qu'ils me voient évoluer normalement, quoi, tout simplement, quoi. Même moi, enfin, je veux dire, dans la gestion de ma maladie, ça, c'est entre moi et ma maladie. Encore une fois, elle reste derrière, quoi. C'est moi qui suis devant. C'est moi qui décide, si j'ai envie, pas envie, c'est pas la maladie qui me puis je sais pas, enfin, j'ai pas ce tempérament-là. C'est-à-dire que je me suis jamais réfugié ou pris comme prétexte, que j'avais un cancer pour me la couler douce, quoi. Alors quand je dis, moi, que la maladie, est toujours derrière et jamais devant, c'est-à-dire qu'en fait, je ne veux quand je ne veux pas en subir les contraintes et comment dire? Hem, je veux pas que ce soit la maladie qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Alors il y a des fois, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, quand j'étais hospitalisé, pas trop le choix. Je suis à l'hôpital, je veux dire, mais l'idée, c'est on peut perdre des batailles, mais le but, c'est de pas perdre la guerre. Et donc il y a forcément des moments où, bah, la maladie, elle est présente, elle impose ses règles, mais toute la stratégie, c'est justement de savoir, s'effacer quand il faut le faire, mais globalement, en termes d'objectif, c'est de jamais perdre le contrôle, quoi. J'ai pas fait tout ça pour, rester sur un canapé, quoi. Ça, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire quand on a 20 ans et qu'on vous dit, globalement, enfin, vous apprenez que donc vous avez cette maladie. Alors au départ, on ne prend pas forcément conscience, mais bon, une fois que la transplantation est là et qu'il faut gérer avec, bah, je sais pas, il y a c'est une forme d'injustice. Alors j'en veux à personne, hein, c'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Mais du coup, j'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je vais quand même arriver à vivre comme tout le monde» alors c'est une revanche sur la vie, c'est une revanche sur la maladie, c'est démontrer en fait que, bah, c'est pas parce qu'on a une maladie génétique que pour autant, bah, on est, mis au banc de la société. Enfin, j'avais moi envie de vivre comme tout le monde, quoi, tout simplement, quoi. Il y a eu des moments, de faiblesse, hein, clairement, quand j'étais hospitalisé au bout de 8 jours, qu'on n'arrivait pas à trouver pourquoi, j'avais ces hémorragies-là, et cetera et puis que j'étais dans un état de faiblesse. À un moment donné, j'ai dit: «Bon, j'arrête, quoi» et ça a duré 2 heures et j'ai vu l'image de mon fils, j'ai pas le droit de faire ça et je me suis relevé, je me suis habillé. Alors il était minuit, hein: «Mais qu'est-ce que vous foutez habillé à cette heure-là?» Je n'avais pas expliqué évidemment, pourquoi, mais j'ai dit: «Demain matin, je vais me coucher, demain matin, je me relève, je me rhabille». Physiquement, je suis allé chercher ce qui me restait, quoi et pour ça, pour me dire: «C'est pas juste et c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi». Ça, c'est mon tempérament et aujourd'hui, moi, tous les matins, quand je me lève, je suis content, moi. Là, aujourd'hui, ça fait 4 ans, donc j'estime que ça va. Maintenant, vous voyez, je suis reparti en Thaïlande. C'est la deuxième année consécutive. J'ai bien l'intention que ça continue, que ça dure et aujourd'hui, la vie, c'est plus, pour moi, c'est plus, «Oh bah, tiens, je ferais bien ça». C'est non, non, je vais le faire. Même si je mets du temps, mais je vais le faire. Professionnellement, donc aujourd'hui, moi, j'ai encore une dizaine d'années à faire, hein, je ne suis pas à la retraite. Pour l'instant, j'ai l'intention de poursuivre le métier que je fais aujourd'hui. Maintenant, les choses ont un peu changé quand même. C'est-à-dire qu'en fait, avant, moi, j'ai toujours dit, c'est un métier passion, c'est comme ça. Donc, c'était le métier, le travail avant. Maintenant, ça passe après la vie familiale. Voilà, c'est le principal changement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que,
J'ai plus envie de me prendre la tête au boulot. J'ai Si j'ai envie d'aller au boulot, c'est comme dans la vie, j'ai envie d'y aller avec le sourire et que ça se fasse bien. Je cherche même plus d'ailleurs des fois, comment dire? S'il y a un souci, je voilà, c'est la principal changement, c'est ça. C'est en fait, la vie professionnelle, c'est bien, c'est important, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui prime pour moi, c'est, de récupérer, en fait, les 4 ans que j'ai perdus et puis de vivre tout simplement, enfin de m'occuper de mes 2 ados là et puis voilà quoi, c'est les voir grandir, les accompagner et ça compte. Donc aujourd'hui, je m'attache à l'essentiel. Alors ce qui est pour moi l'essentiel. Il y a eu un rapport, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est le défenseur des droits qui émettait, c'est un rapport qui date de décembre 2023. C'est la place des malades dans la société, de façon générale, qui mettait l'accent sur le fait que, en fait, quand on revient de longue maladie, il y a, à peu près une personne sur 6 qui est discriminée. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on ne retrouve pas son poste, on ne retrouve pas, sa manière de enfin, le travail qu'on avait avant et cetera. Et puis moi j'ai parfois une vision, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. On n'est pas forcément une personne malade, mais on est souvent impatient. Alors c'est normal, vis-à-vis des praticiens, c'est tout à fait normal, mais je veux dire par là qu'on est certes malade, mais on a aussi une vie, personnelle, professionnelle, familiale et cetera. Et j'ai souvent l'impression, alors on peut prendre plein d'exemples, hein, si vous voulez acheter un bien immobilier, c'est compliqué. Si vous voulez voyager, c'est compliqué. Si vous voulez, moi j'ai la chance de financièrement que j'ai pas de soucis, mais là je reviens de Thaïlande. Si je veux être dialysé en Thaïlande, c'est compliqué, il faut avoir les moyens, et cetera, et cetera. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet, à aborder. C'est-à-dire que c'est la place des malades, en fait, dans la société, d'une façon générale. Je pense qu'on est trop vu comme malade et pas assez comme personne malade. Moi, je fais une grosse distinction entre les 2. C'est-à-dire que la personne malade, elle doit être capable une fois qu'elle est guérie, une fois qu'elle a ou même pendant sa maladie, elle doit être capable de pouvoir vivre normalement, et de s'insérer normalement, quoi. Et ça, c'est pas toujours, vérifié. Enfin, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais quelque part, on vous demande jamais votre avis, quoi. Moi, c'est ce que j'ai subi, hein, de temps en temps. J'ai trouvé le moyen de me faire une hernie discale, sauf que là, j'ai un rendez-vous 7 mois après. C'est des choses comme ça, je suis en vacances, je reviens, on m'a déplacé de rendez-vous, sans rien me demander. On s'occupe pas de savoir si vous travaillez pas, enfin voilà. Moi, il se trouve que je travaille, que je continue à travailler à temps plein. Donc de temps en temps, j'aimerais bien qu'on m'appelle et qu'on me propose, des dates de rendez-vous. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, enfin, mais qui se rajoutent et qui viennent, bah, c'est compliqué, quoi. Parce que même professionnellement, si vous avez déjà pris des rendez-vous, vous êtes obligé de les annuler ou de les remplacer, enfin de les déplacer. Moi, j'ai une organisation en matière de travail, ben, ça m'oblige à tout changer. Enfin, c'est compliqué, hein. Donc, c'est voilà, je suis pas juste un malade, qui est à disposition à son domicile, Moi, j'ai quand même pas mal de recul maintenant, sur la gestion, 40 années quand même, c'est beaucoup, hein, ça passe très vite en même temps, hein. Mais, il faut jamais renoncer, en fait. Même, moi je me souviens quand les médecins, alors ils le disent pas, mais, vous voyez bien la tête qu'ils faisaient, ils me laissaient pas beaucoup de chance, en fait. Et ben, pourtant je suis là quand même aujourd'hui, donc il faut jamais renoncer, jamais, 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 en fait. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir, prendre les conseils où il faut, mais il faut, toujours y croire parce que je pense que la clé, elle est là. Moi, je suis pas un conceptuel, moi je suis je suis un très pragmatique parce qu'en fait,
La vie m'a appris à être très pragmatique, à trouver des solutions, au quotidien. Pour moi, la résilience, c'est de continuer à vivre, en fait. Il faut pas que ce soit la maladie qui vous stoppe. Il faut continuer à faire ce qu'on faisait avant, tout le temps, même se donner le challenge de faire autre chose, et surtout pas prendre pour prétexte qu'on est malade, qu'on a voilà, oui, des fois c'est dur, des fois c'est fatigant, des fois, on se sent pas à la force de le faire et cetera, mais il faut le faire. On peut recomposer les choses, mais pour autant, il faut continuer à vivre. Bah, la maladie, en fait, elle prend beaucoup moins d'importance, quoi, et de place surtout. Et puis en faisant ça, je pense qu'on mentalement, psychologiquement, ça aide. Si on pense beaucoup moins à la maladie, elle occupe une place, la place qui est la sienne, c'est-à-dire comme une maladie, et pas, elle prend pas toute la psychologie de la personne, parce que je pense que la clé, elle est là. Le problème, il est là. C'est la gestion des émotions. C'est-à-dire que il faut être capable de gérer ses émotions. Si on ne sait pas le faire, c'est compliqué. Si on se laisse submerger, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est peut-être un peu décalé ce que je vais dire, mais moi, il faut aimer la vie. Merci à Bruno pour ce partage puissant. Par ses mots, il nous montre comment, malgré ce parcours médical sinueux, il a su accueillir chaque défi avec ce calme qui le caractérise tant. Sa force, savoir s'écouter et privilégier sa vie, sa famille et les projets chers à son cœur. Une belle inspiration qui nous invite à relativiser sur le sens des priorités d'une vie. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode.